France 24 et La Première présente. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, votre émission consacrée à l'actualité de ces territoires français. Cette semaine, nous allons à la frontière entre la Guyane et le Suriname, là où des orpailleurs illégaux achètent du mercure, un métal interdit côté français et utilisé pour l'extraction de l'or. On en parle dans un instant. Débutons cette édition avec les dégâts causés en Polynésie par une houle exceptionnelle. Elle a fait 2 blessés alors qu'une large partie des archipels avait été placée en alerte dès mardi. Bruno Gabetta et nos équipes sur place. Tehupo, la commune, célèbre pour sa vague à surfer et sous les eaux, comme l'ensemble de la côte ouest de Tahiti. Maisons inondées, routes submergées, ici l'eau a envahi une quinzaine d'habitations. La première vague, elle est passée par ma fenêtre et c'est ce qui fait que j'ai perdu mon frigidaire, mon congélateur. Et quand je suis sortie, j'avais plus de table à manger, c'est tout parti dans la mer. Les dégâts sont majeurs, justement parce qu'on n'a plus de lit, nos vêtements sont tout mouillés. Et voilà, c'est la première fois que ça arrive comme ça. Voisins, cousins, tous s'activent pour mettre à l'abri ce qui peut encore être sauvé. On est en train de tout évacuer, les matos là, nécessaires pour mettre à l'abri et tout. Voilà, c'est ça quoi. Ce matin, ça va mieux et là, cet après-midi, ça a vraiment augmenté là. Les pompiers de la commune sont mobilisés. Les maisons ont été évacuées et la circulation limitée. On a fermé la circulation, on a également fermé le site pour qu'on ait plus de moyens sur des interventions plus importantes. Pendant que les secours sont à pied d'œuvre, les plus téméraires ont sorti jet ski et planches de surf, malgré l'arrêté d'interdiction du haut-commissaire. À l'exception des îles Marquises, cet épisode de houle exceptionnelle touche l'ensemble de la Polynésie, depuis les Australes jusqu'au Tuamotu. Il est le plus important depuis 2005. Restons dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie, où le groupe métallurgique Koniambo Nickel, KNS, a un nouveau président australien. Mercredi, ce dernier a visité l'usine que son entreprise exploite dans le Nord, l'un des 3 sites de traitement de nickel du territoire, inauguré en 2014. Brice Bachon, Nathan Pooteta. Leur combinaison semble sortie tout droit d'un film de science-fiction. Un équipement de sécurité indispensable pour ces hommes qui évacuent les déchets de ce four, la scorie. Température de la rampe, près de 1700 degrés Celsius. Un modèle unique au monde et des incidents récurrents lors de maintenance résolus avec une procédure stricte et efficiente de redémarrage des lignes de production. Oui, on apprend au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que les derniers mois de production et les derniers arrêts ont connu des redémarrages vraiment très performants et c'est ce qui nous donne confiance pour l'avenir. Et notre stratégie de maintenance, elle se perfectionne encore et encore et ce qui nous permet d'envisager l'avenir vraiment avec sérénité. 3000 tonnes de ferro-nickel devraient être extraits chaque mois en moyenne pour cette usine encore jeune mais pleinement en capacité de relever le challenge. Cela prend du temps, car tous les nouveaux projets prennent du temps, certains entre 15 et 20 ans pour tourner à pleine capacité. Nous ne prendrons pas aussi longtemps. Êtes-vous confiant pour l'avenir de KNS ? Absolument, je n'aurais pas quitté ma vie en Australie si je ne l'étais pas. Passé de 17 000 tonnes en 2021 à 45 000 tonnes capacité nominale de l'usine en 2022. Il y aura fort à faire pour le nouveau président australien, réussir ce pari d'une usine du Nord enfin à la hauteur des promesses et de son potentiel. Dans l'actualité en bref, le premier vol réussi de la fusée Vega C de Kourou en Guyane. Le lanceur italien est plus grand et plus puissant que sa version précédente de 2012. Et mercredi, malgré un décollage différé de 2 heures, il a envoyé 7 satellites sur orbite. Un succès rassurant pour l'avenir du spatial européen, car Vega C utilise des éléments communs avec Ariane 6. Restons en Guyane pour l'enquête de la semaine. Dans cette région d'Amérique du Sud, la lutte contre l'orpaillage illégal passe entre autres par la saisie de mercure.
Des orpailleurs clandestins achètent au Suriname voisin ce métal toxique et interdit en France. Pour vérifier les conditions de vente, Laurent Marot, Séfiane Dei et Franck Lecomte ont traversé la frontière sur le fleuve Maroni. 4 ans après la ratification de la convention de Minamata par le Suriname, la vente de mercure est-elle contrôlée sur la rive surinamaise du Maroni? En caméra cachée, nous allons chez un commerçant en face de Maripasoula. Aucun problème pour acheter le métal toxique. 50 € les 300 grammes. Pas de contrôle de l'acheteur ni de la transaction. Aucune trace dans un registre, par exemple. Le produit est pesé sur cette balance électronique, directement sur le comptoir, ni vu ni connu. 300 grammes, c'est ça? 300 grammes, 50 €. Ouais. Ok. Des tonnes de mercure entrent chaque année illégalement en Guyane. Les clandestins l'utilisent pour séparer l'or des minerais. 1 kilo de mercure rejeté dans la nature pour 1 kilo d'or. Depuis 2016, les autorités en ont saisi plus de 700 kilos dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal. Et le pays d'origine est toujours le même. Selon nos constatations, le mercure vient exclusivement du Suriname. On n'est pas arrivé à établir au cours des dernières années que le mercure provenait de notre pays que le Suriname. Et apparemment, donc, son origine c'est la Chine. Il est livré au Suriname et vendu depuis les comptoirs surinamais vers les sites d'orpaillage illégaux français. En 2018, le Suriname a ratifié la convention de Minamata sous l'égide des Nations Unies. L'objectif est l'abandon progressif de l'usage du mercure. On sait désormais que 80 tonnes de mercure sont déversées chaque année dans la nature au Suriname, mais quasiment rien n'a été fait dans ce pays pour contrôler son commerce. Le mercure, c'est le moyen de production indispensable pour les garimperos. C'est pour ça que c'est très important de lutter contre la circulation de ce mercure et contre son utilisation. Quand demain ou après-demain, on aura de moins en moins de mercure en circulation, on devrait voir directement de moins en moins de garimperos travaillant encore et toujours aussi facilement au sein des forêts de Guyane. La pollution au mercure, un problème de santé publique chez les Amérindiens du Haut-Maroni. Plus de la moitié de la population présente un taux de contamination supérieur aux normes de l'OMS, avec de possibles atteintes neurologiques. Un centre médical partagé, une réponse au désert médical en Martinique. Le projet sera situé dans la ville du François. Une bonne idée dénichée par Maurice Violton et William Zebina. C'est ici que le tout premier centre médical partagé de la Martinique devrait voir le jour. Projet porté depuis 3 ans avec comme priorité d'enrichir l'offre de soins aux Martiniquais avec des spécialistes partant à la retraite et ayant encore envie d'exercer. Ce sont des locaux mis à disposition de médecins, surtout de médecins retraités, qui veulent continuer à exercer leur passion de médecin sans avoir les complications liées à la gestion d'un cabinet. 3 cabinets ici qui seront distribués. Le centre médical n'existe pour l'instant que sur papier. En attendant qu'il ne soit réellement opérationnel, eh bien, l'idée séduit. Compte tenu de l'importance des rendez-vous qui sont très éloignés ici en Martinique, donc on peut penser que c'est un bon bagage. J'ai un gros souci à la prise des rendez-vous avec des médecins, des spécialistes et tout le tralala en ce moment, c'est la galère. Ce serait bien si s'il y a une continuité justement, les médecins à la retraite. Ce serait une bonne chose. On parle en métropole aussi de déserts médicaux et la situation en Martinique est comparable. Il n'y a pas un spécialiste. Si on veut un ophtalmo, il faut 1 an. Si on veut un ORL, il faut 1 an. C'est dramatique. Et le fait que ce soit des professionnels fraîchement retraités, ça vous inquiéterait, vous? Ah non. Non, au contraire, ce sont des gens qui ont une expérience. Cette première antenne située au François nécessite un financement de 150 000 €. Il y aura des aides de l'État, des collectivités, des donateurs privés et aussi une cagnotte en ligne pour ce financement. Allons à la rencontre d'un cinéaste du Pays basque espagnol parti découvrir un pan de son histoire familiale. Il s'est rendu à Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlantique Nord, guidé par les archives vidéo de sa mère. Martine Briand, Jérôme Manger. Miquel n'est pas pêcheur, mais cinéaste. Et surtout, il est ici sur les traces de sa mère, Margarita Olazabal.
Margarita était infirmière. Elle a vécu dans l'archipel entre 1971 et 1976, à une époque où les marins espagnols trouvaient à Saint-Pierre une deuxième maison. Ils avaient leurs prêtres, leurs médecins, leurs dispensaires où Margarita travaillait, et même une émission de radio à laquelle elle collaborait parfois. Ma mère parlait beaucoup de Saint-Pierre-et-Miquelon, car c'était une étape importante de sa vie. Elle était très jeune quand elle est venue ici. Elle avait 20 ans. C'était une époque dont elle m'a beaucoup parlé. Pendant 5 ans, Margarita a parcouru l'archipel avec sa petite caméra. Miquel, le futur cinéaste, a grandi avec ces images de bateaux recouverts de glace dans le port de Saint-Pierre. Un paysage si différent de son Pays basque natal qu'il l'a marqué à jamais. Pour les habitants de l'archipel, il organise ce soir-là une projection à l'atelier du Père Pierre. Certains spectateurs ne sont pas là par hasard, car Margarita a gardé des amis à Saint-Pierre. On a travaillé ensemble le long des bateaux espagnols pour déposer les sacs de médicaments. Et on faisait ça 2 ou 3 fois par mois. Vous avez des bons souvenirs avec cette dame? Ah ben, j'ai de très bons souvenirs, c'est comme une sœur. Ces images ont été tournées par Margarita Olazabal et le père Javier Sanchez Erauskin, aumônier des marins. Elle raconte la pêche, mais aussi la vie quotidienne dans ces années où les Espagnols étaient chez eux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour Miquel, il était essentiel de les partager avec les habitants de l'archipel. Il me semble que ces images vous appartiennent plus à vous qu'à moi. Elles ont été tournées ici. Et elles sont une partie de la réalité, du passé, un épisode fondamental de votre histoire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Pour réagir et revoir l'hebdo, direction france24.com et les réseaux sociaux. On se quitte avec ces images des festivités du 14 juillet à Wallis-et-Futuna, une fête nationale dont l'un des temps forts était un concours de danse traditionnelle. Restez avec nous sur France 24.